Vous êtes-vous déjà imaginé vous réveiller un jour avec la certitude que ce serait le dernier? Non pas à cause d'une maladie incurable ou d'un accident imprévu, mais parce que les deux personnes que vous avez le plus aimées et à qui vous avez dédié votre vie, vos propres enfants, ont décidé que vous valiez plus morte que vive. Je suis Geneviève Dubois et j'ai vécu cette terrible expérience. À 75 ans, au sommet de ma vie, mes enfants, Thomas et Sophie, m'ont battu sans pitié, jusqu'à la mort, dans ma propre maison, le foyer que j'avais bâti avec tant d'amour et de sueur, tout cela, croyez-le, pour un héritage, pour de l'argent. Ils pensaient avoir réduit ma voix au silence et effacé mon existence à jamais. Mais ils se sont profondément trompés. Je suis revenu, je suis ressuscité. Et l'enfer qu'ils ont osé me préparer, je le jure, je le leur ai rendu au double, avec chaque goutte de ma force nouvelle et implacable. Je sais que ce que je raconte ressemble à un cauchemar, une fiction macabre, mais c'est la vérité la plus pure et la plus cruelle. Je suis revenu d'entre les morts, non pas comme un fantôme, mais avec un but. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, et surtout ce que j'ai fait pour me venger de leur indicible lâcheté. Ah, ça, même dans vos pires rêves, vous ne pourriez l'imaginer. Car leur méchanceté et leur cupidité n'ont pas eu de limites, pas de frontières, mais ma soif de justice, ma détermination à les faire payer, n'en aura pas non plus. Si l'idée terrifiante d'enfants se retournant brutalement contre leurs propres parents par cupidité, pour un argent simple et vil, vous choque profondément et vous glace le sang, alors laissez un j'aime maintenant à cet instant précis. Car après avoir entendu chaque détail de mon histoire complète, chaque souffrance, chaque humiliation et chaque étape de ma vengeance, vous comprendrez que le pire monstre, le plus perfide et cruel, peut très bien vivre sous votre propre toit, dans votre propre foyer. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec le plus de personnes possible. Faites en sorte que ce message parvienne à d'autres familles, afin qu'elles voient le danger et les signes avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'une autre mère ne souffre ce que j'ai souffert. Je m'appelle Geneviève Dubois et j'avais exactement 75 ans de vie, d'histoire, de lutte, ou du moins c'est l'âge que j'avais avant le jour où j'ai été brutalement assassinée. Ma vie a commencé et s'est développée dans la charmante et froide ville de Colmar, située en Alsace, un endroit qui a toujours été mon refuge et mon inspiration. J'ai toujours été reconnue comme une femme de caractère, une travailleuse infatigable et la veuve de mon cher Jean, avec qui j'ai partagé plus de 50 ans d'une union bénie et qui nous a quittés il y a 10 ans, laissant un vide immense. Ensemble, avec beaucoup de sueur et de dévouement, nous avons bâti une vie prospère et un petit empire de chocolaterie fine qui sont aujourd'hui célèbres et reconnus dans toute la France et même à l'étranger, une véritable fierté pour notre famille. Cependant, pour moi, ma plus grande richesse et mon plus grand trésor n'ont jamais été l'argent accumulé ou le succès des affaires. Ma véritable fortune, mon plus grand amour, a toujours été ma famille, mes 2 enfants, Thomas, l'aîné, et Sophie, la cadette, la prunelle de mes yeux. J'ai travaillé toute ma vie, inlassablement, pour leur donner le meilleur, afin qu'ils ne connaissent jamais les difficultés que Jean et moi avons rencontrées au début. Thomas, 45 ans, a toujours été plus réservé et fermé, et moi, dans mon ingénuité de mère, j'attribuais cela à de la timidité. Sophie, 40 ans, était la joie de la maison, mon reflet, la fille que je voyais comme la continuation de moi-même. J'ai sacrifié mes propres rêves, reporté des voyages que j'avais toujours voulu faire et renoncé à de nombreux plaisirs personnels, tout cela pour m'assurer qu'ils aient la meilleure éducation, le plus grand confort et toutes les opportunités que je n'avais jamais eues dans ma jeunesse. Ma maison, un imposant manoir que nous avons construit avec une vue spectaculaire sur la vallée, était le symbole de tous nos efforts, de chaque brique construite avec amour et sacrifice. Cette maison, qui aurait dû être mon sanctuaire dans ma vieillesse, un lieu de paix et de souvenirs heureux, était remplie des rires du passé,
Mais, ironiquement, elle est devenue le théâtre d'un cauchemar indescriptible. Jamais dans mes pensées les plus sombres, je n'aurais imaginé qu'elle, mon bien le plus précieux et ma plus grande fierté, serait la cause de ma propre disgrâce, de ma chute. Mais vous êtes sur le point de découvrir comment l'amour inconditionnel d'une mère peut nous aveugler complètement sur la vraie nature des démons que, sans le savoir, nous créons et nourrissons avec tant d'affection et de dévouement. Après que Jean, mon cher et regretté mari, nous ait quittés il y a une décennie, la relation avec mes enfants a commencé à changer radicalement, de manière subtile au début, mais de plus en plus alarmante. Ils se sont mis à attendre d'hériter de tout immédiatement, comme si mon existence n'était qu'un obstacle entre eux et la fortune. Mon testament, qui leur laissait tout après ma mort naturelle, ne semblait pas suffisant, ne pas satisfaire la cupidité qui germait dans leur cœur. « Maman, pourquoi ne vendez-vous pas les magasins maintenant? Vous n'aurez pas besoin de tout cet argent dans votre vieillesse. Partagez-le avec nous, comme ça nous pourrons investir dans nos projets, » disait-il, avec une insistance de plus en plus agressive et exigeante. Moi, avec la sagesse de mes années, j'essayais d'argumenter. « Mes enfants, le legs des magasins est important. C'est le travail de toute la vie de votre père. Et cet argent est la sécurité de notre famille pour l'avenir. Quand je partirai, tout sera à vous. Pourquoi tant de hâte de me voir sous terre, de me voir loin d'ici? » C'est à ce moment-là que j'ai vu un éclat étrange et effrayant dans les yeux de Sophie, un éclat d'impatience, de convoitise démesurée et de pure méchanceté. Ce n'étaient plus mes enfants affectueux, ceux que j'avais élevés. C'étaient deux étrangers qui ne me voyaient que comme un fardeau, un obstacle, une barrière entre eux et la richesse qu'ils désiraient tant. À partir de ce moment, la pression psychologique s'est transformée de manière progressive mais implacable en agression physique. Ils ont commencé par de petites bousculades involontaires, des pincements dissimulés et des claques accidentelles, toujours accompagnées de phrases déguisées en sollicitude, mais chargées de malveillance. « Maman, vous devenez tellement distraite. Vous allez finir par trébucher et mourir seule dans cette immense maison. » C'était une menace voilée, déguisée en sollicitude, mais je sentais l'intention derrière chaque mot, chaque toucher. Ils m'ont complètement isolée du monde extérieur. Ils ont confisqué mon téléphone portable, interdit à mes rares amis de me rendre visite et disaient à tout le monde que j'étais sclérose, que j'avais perdu la raison et ne pouvais plus recevoir personne à la maison. Je suis devenue une prisonnière dans mon propre manoir, une prison de luxe. Thomas et Sophie ont commencé à contrôler chaque aspect de ma vie. Mes comptes bancaires, mes médicaments, mes sorties au jardin. C'était mes geôliers, déguisés en enfants, exerçant une domination cruelle sur mon existence. Ma maison, l'endroit où je devrais me sentir le plus en sécurité, est devenue mon pire cauchemar, une scène de torture silencieuse. Si vous ressentez le poids écrasant de cette trahison et le désespoir paralysant d'une mère qui a vu ses enfants se transformer en monstres méconnaissables, alors laissez un « j'aime » maintenant. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, vous, en toute honnêteté, confieriez-vous vos biens, votre vie, à vos enfants sans limite ni méfiance? Car je vous assure que ce qu'ils ont planifié et exécuté était bien pire que n'importe quel coût financier que l'on puisse imaginer. Préparez-vous pour la vérité. Les coups ont commencé à devenir de plus en plus fréquents, plus intenses et plus violents. Pour n'importe quel motif futile, une assiette cassée, par accident, une question innocente sur l'argent des magasins ou sur l'endroit où je gardais mes documents. Sophie était la plus cruelle, celle qui semblait prendre un plaisir malsain à me faire du mal, à me voir souffrir. « Vieille inutile, tu ne sers à rien, tu ne fais qu'occuper de la place et tu ne libères pas l'argent qui nous revient de droit !» criait-elle, les yeux injectés de rage et de mépris, tandis qu'elle me poussait, me traînait et me jetait sur le sol froid. J'ai commencé à avoir une peur terrible de dormir, de fermer les yeux, peur de me réveiller et de ne pas pouvoir échapper à la prochaine attaque. Chaque hématome sur mon corps
chaque douleur lancinante dans mes os était un rappel cruel de ma vulnérabilité, à quel point mes propres enfants me haïssaient pour quelque chose d'aussi mesquin que l'argent, par pure et simple cupidité. Moi, qui leur avais dédié ma vie entière, qui leur avais donné tout ce que je pouvais et ce que je ne pouvais pas, j'étais en train d'être privé de ma dignité, de ma raison, et petit à petit, de ma propre vie à l'intérieur de mon propre manoir. Ils se relayaient dans les agressions ou agissaient ensemble dans une macabre synchronie. Mes cris de douleur et de désespoir étaient étouffés par les épais murs de la maison, qui furent un jour mon refuge et étaient maintenant ma prison. Personne n'entendait, personne ne connaissait mon tourment silencieux. J'étais complètement à leur merci. Leur plan était clair et pervers, m'affaiblir progressivement, me débiliter physiquement et mentalement jusqu'à ce que je meure de cause naturelle ou d'un accident domestique bien planifié. Mais j'étais plus résistante qu'ils ne l'imaginaient. Ma volonté de vivre était forte, et cela les rendait encore plus furieux, plus impatients, plus brutaux. C'était comme si ma simple existence les irritait profondément, un obstacle à éliminer. Ils voulaient la faim, l'argent, la liberté de dépenser ma fortune, et j'étais le seul obstacle sur leur chemin. Et la fin de ma vie, de la vie qu'ils connaissaient, était sur le point d'arriver d'une manière que personne ne pouvait prévoir. C'était une nuit froide et sombre d'hiver à Colmar, le vent hurlant dehors comme une lamentation, annonçant la tragédie. J'étais dans ma chambre, essayant de trouver un peu de réconfort dans un livre, cherchant à échapper à cette cruelle réalité, quand la porte s'ouvrit brusquement, sans aucun avertissement. Thomas et Sophie entrèrent, tous deux les yeux injectés de fureur et une odeur nauséabonde d'alcool et de cigarettes. Leur regard était différent de tout ce que j'avais déjà vu. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était une détermination assassine, froide et calculatrice que je n'avais jamais rencontrée. Sophie tenait un morceau de bois lourd et irrégulier. Thomas, quant à lui, avait un lourd objet en fer, une pièce d'art que je gardais avec affection dans mon bureau. « Ça suffit, maman. On n'en peut plus d'attendre. L'argent sera à nous, que vous le vouliez ou non. » Ce fut la dernière chose que j'entendis clairement avant le premier coup, qui m'atteignit à la tête avec une force brutale et me fit tomber au sol, presque inconsciente. Ils m'ont traînée, sans aucune pitié, vers le salon, au centre de mon foyer, pour que je voie chaque morceau de ma vie, de mes souvenirs, être détruit sous mes yeux. Chaque coup qui atteignait mon corps déjà fragilisé était accompagné d'une justification vile, répétée comme un mantra macabre. « Pourquoi n'avez-vous pas vendu la maison avant? Pourquoi ne nous avez-vous pas donné l'argent? Vous nous avez toujours humiliés avec votre entêtement. » C'étaient des mensonges, tous, proférés pour masquer la cruauté pure et la cupidité démesurée qui les consumait. J'ai senti mes os se briser, un par un, le sang coulant chaud sur mon visage, tachant le tapis. La douleur était insupportable et atroce, déchirant chaque fibre de mon être. Toute ma vie a défilé sous mes yeux comme un film à grande vitesse. Les souvenirs heureux de mon cher Jean, de mes jeunes enfants, innocents et souriants, des chocolateries que j'aimais tant et que j'avais construites avec tant de sacrifices. Et la dernière pensée avant que tout ne s'obscurcisse et que ma conscience ne m'abandonne complètement fut « Ça ne peut pas finir comme ça, ça ne peut pas se terminer ainsi. Je n'accepte pas cette fin. » Ils ont continué à me frapper avec férocité, même après que j'ai cessé de bouger, même après que mon corps soit devenu inerte. Je suis resté étendu sur le sol du salon dans une flaque de mon propre sang qui s'étendait lentement sur le tapis persan, créant une tache sombre et grotesque. Mon cœur s'est arrêté. Ma respiration a cessé. Thomas s'est approché, le visage marqué par une sueur froide, a vérifié mon pouls et avec un sourire de soulagement et de satisfaction perverse qui m'a glacé l'âme, a dit à Sophie « C'est fini, enfin. » Elle est partie. Maintenant la maison est à nous. L'argent est à nous.
Nous sommes débarrassés de la vieille. Sophie a ri, un rire strident et vide qui a résonné à travers les murs du manoir, jetant le morceau de bois ensanglanté sur le sol à côté de mon corps inerte, comme s'il s'agissait d'une ordure. Ça a pris du temps, mais nous y sommes arrivés. Maintenant, nous pouvons tout vendre, vivre la vie que nous méritons, sans la vieille pour gâcher nos plans. Ils ont couvert mon corps d'un vieux drap sale, comme si j'étais un objet à jeter, et sont allés fêter ça dans la cuisine, ouvrant une bouteille de champagne coûteux que je gardais pour des occasions vraiment spéciales. Ils croyaient, dans leur arrogance et leur cruauté, s'être débarrassés de moi, de la vieille inutile qui les empêchait de vivre le luxe et la liberté qu'ils désiraient tant. Ils étaient loin de se douter que, pendant qu'ils célébraient ma mort et planifiaient de se débarrasser de mon corps sans laisser de traces, quelque chose d'inexplicable se produisait, une force surnaturelle que je ne savais pas posséder, une promesse que l'injustice ne prévaudrait pas. Mon corps était inerte, sans vie, une coquille vide, mais mon âme ne faisait que commencer son voyage, un voyage de retour porté par une fureur incontrôlable. Si vous avez ressenti la douleur déchirante de cette scène, la brutalité indicible de cette trahison et la haine engendrée par la cupidité de mes enfants, alors laissez un « j'aime » maintenant et partagez cette vidéo pour que le monde entier sache que même la mort ne peut arrêter une mère qui cherche justice. Car ce que vous allez entendre ensuite est ce qui s'est passé dans les minutes et les heures après qu'ils aient cru que j'étais morte pour toujours. Cela va choquer toute la France et prouvera une fois pour toutes que je suis revenue d'entre les morts avec un but. Je suis restée là, allongée sur le sol froid, immobile, ressentant un vide étrange, profond et absolu. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas de la peur, c'était un silence total, une paix perturbante qui précédait l'inimaginable. Soudain, une lumière puissante m'a enveloppée. Non pas une lumière qui me tirait vers le haut, vers le ciel, vers la paix éternelle que l'on attend après la mort, mais une lumière qui me remplissait de l'intérieur, qui me rendait. J'ai ressenti un fourmillement intense, une énergie glaciale et puissante qui pulsait dans chaque veine de mon corps, dans chaque cellule. J'ai ouvert les yeux et le monde est revenu à l'existence. Le drap sale qu'ils avaient utilisé pour me couvrir comme si j'étais un objet sans valeur était toujours sur mon visage et une partie de mon corps. J'étais vivante, miraculeusement vivante. Mon cœur battait fort et rythmé, pulsant avec une énergie nouvelle et froide. La douleur atroce que j'avais ressentie quelques instants auparavant avait complètement disparu, remplacée par une force implacable, une détermination glaciale que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Mes enfants, les assassins, riaient et trinquaient encore dans la cuisine, célébrant ma mort avec une joie malsaine et répugnante. Je me suis levée, lentement au début, sentant la rigidité de mon corps, avec le sang séché et collé à mes vêtements tachés, mais avec une nouvelle force qui grandissait en moi. J'ai marché jusqu'au miroir. Mon visage était livide, enflé et marqué par de terribles hématomes. Mais mes yeux brillaient d'une lumière différente, une lumière surnaturelle et glaciale. Était-ce de la haine? Était-ce de la vengeance? Était-ce une justice divine? Je ne savais pas le définir, mais je savais, avec une certitude effrayante qui me dominait, qu'ils allaient payer pour chaque coup, pour chaque humiliation, pour chaque jour de tourment qu'ils m'avaient infligé. La maison était dans un chaos complet. Elle sentait la mort, le sang et l'alcool. Mes enfants, les assassins, étaient à quelques mètres de moi, dans la même pièce, inconscients de mon retour, de ma résurrection. Ils pensaient m'avoir envoyé en enfer. Ils étaient loin de se douter que je commençais à peine à construire leur enfer ici sur terre et que Colmar et toute la France allaient être témoins de la manifestation d'une justice au-delà de la vie. La traque commençait maintenant,
Préparez-vous. Vous avez vu que mes propres enfants, Thomas et Sophie, m'ont battu sans pitié jusqu'à la mort, et dans leur arrogance cruelle, ont cru qu'ils s'étaient débarrassés de moi pour toujours. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, même dans leur pire cauchemar, c'est que je reviendrai. Que moi, Geneviève, une femme de 75 ans donnée pour morte, ressusciterait avec une force et un but qui transcendaient la compréhension humaine. Et vous voulez savoir comment moi, déjà au-delà du voile de la vie, j'ai commencé la chasse implacable de mes propres assassins? Comment une mère trahie et brutalisée, mais maintenant revêtue d'un pouvoir glacial, a envoyé ses enfants directement en enfer, celui qu'ils méritaient tant. Parce que ce que j'ai révélé à leur sujet, la manière dont la justice, ma justice, a été rendue et manifestée au monde, a choqué et choque encore toute la France, prouvant que le mal trouve toujours son karma. Même depuis l'au-delà. Si l'idée d'une vengeance surnaturelle juste et implacable, où la victime elle-même revient pour faire payer ses agresseurs, captive votre attention et fait battre votre cœur, alors laissez un j'aime maintenant, parce que ce qui va suivre va bien au-delà de toute histoire d'horreur que vous ayez jamais entendue. Cela prouvera, sans l'ombre d'un doute, que le mal peut être combattu de manière que vous n'imaginez même pas, qui défie la logique et la science. Et partagez beaucoup cette vidéo, afin que d'autres victimes de violences familiales, ou même ceux qui doutent de la justice, voient qu'elle peut venir d'où l'on s'y attend le moins, et de qui l'on s'y attend le moins. Après m'être levée du sol du salon, miraculeusement vivante et sans douleur physique, avec seulement une froideur tranchante et une clarté de but effrayante, mes enfants continuaient à célébrer dans la cuisine, inconscients de ma présence. Ils riaient, trinquaient, planifiant comment ils dépenseraient mon argent. Je les ai observés, une ombre silencieuse. Ils allaient devoir souffrir, agoniser lentement, avant d'aller en enfer, celui que je leur réservais. Mon premier pas fut d'entamer les jeux psychologiques, en les terrorisant dans le confort de ma et maintenant leur demeure. J'ai commencé par le subtil. Déplacer des objets de manière aléatoire, faire tomber des choses qu'ils laissaient traîner, allumer et éteindre les lumières des pièces où ils se trouvaient. Tout cela pour qu'ils pensent que la maison était hantée par un esprit tourmenté. Thomas, l'aîné et le plus sceptique, riait au début, essayant de rationaliser les événements. Sophie, la plus jeune et naturellement plus superstitieuse, commençait à montrer des signes de peur et de nervosité. « Ce n'est rien, Sophie, c'est juste le vent fort de Colmar. La vieille est morte et enterrée, pour notre plus grand bonheur. » Thomas se moquait, essayant de cacher ses propres frissons. Mais je n'ai pas relâché la pression. La première nuit après ma mort, ils ont dormi dans la chambre principale, mon ancienne et chère chambre. Là, j'ai commencé à chuchoter leur nom, avec ma voix glaciale et incomparable, à faire bouger les rideaux de la fenêtre pour que le vent les agite même avec la chambre fermée, à ouvrir et fermer les tiroirs de la commode. Sophie s'est réveillée en criant, disant avoir vu une ombre se glisser dans la pièce. Thomas, au début, a essayé de la calmer, mais la nervosité s'était déjà installée chez les deux. La graine de la peur profonde et de la paranoïa avait été plantée, et elle allait grandir rapidement. Je voulais, de chaque fibre de mon nouvel être, qu'ils sachent que j'étais là, que je les voyais dans chaque recoin de la maison, qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Le manoir qu'ils avaient tant convoité, qui fut le théâtre de ma mort et de ma renaissance, allait devenir leur propre purgatoire, leur enfer personnel et incessant. Et je serais l'architecte, la gardienne de cet enfer, veillant à ce que chacun de leurs jours soit un tourment. Les jeux psychologiques ont rapidement dégénéré, transformant leur vie en un tourment quotidien. J'ai commencé à écrire des messages effrayants sur les murs de la maison, utilisant mon propre sang, le sang qu'ils avaient versé la nuit fatale et que j'avais d'une certaine manière conservé. Des phrases comme « Vous allez payer » ou « Je suis là ». Je vous vois apparaissaient dans des endroits inattendus.
Ils pensaient que c'était Sophie qui essayait d'effrayer Thomas, ou vice-versa, et ont commencé à se disputer violemment, à se méfier l'un de l'autre de manière paranoïaque, s'accusant mutuellement de folie. Leur union, basée sur la cupidité et le crime, s'effondrait sous le poids de ma présence invisible. Un jour, de manière encore plus macabre, j'ai remplacé toutes les photos de la maison, celles qui montraient la famille heureuse, par d'anciennes photos de leur enfance avec moi, mais avec les yeux évidés, arrachés, comme si je les observais de l'autre côté, d'un endroit d'où l'on ne pouvait s'échapper. Sophie a été la première à trouver sa photo d'enfant, les yeux violemment arrachés, et s'est évanouie de terreur dans une crise d'hystérie. Thomas, bien que plus sceptique et essayant de garder son calme, n'a plus pu rationaliser. Son visage était livide, marqué par de profondes cernes et une sueur froide. La nourriture qu'il gardait au réfrigérateur a commencé à pourrir rapidement du jour au lendemain, même scellé. Le vin coûteux qu'ils achetaient pour célébrer leur liberté tournait au vinaigre. L'eau du robinet, parfois, sortait noire avec une odeur métallique. C'étaient de petites choses, oui, mais suffisantes pour que leur santé mentale commence à se détériorer de manière irréversible. Ils ne dormaient plus, étaient maigres, pâles, avec de profondes cernes. Leurs yeux révélaient une peur constante. Je ne faisais que commencer, et ils tombaient dans le piège que j'avais tendu. Sophie, la plus fragile psychologiquement, a commencé à avoir des visions terrifiantes de moi, debout dans le couloir de la maison, avec les marques des agressions visibles sur mon corps. Elle criait, pointait du doigt le vide, me suppliant de partir, mais Thomas ne voyait rien. Il ne faisait que la voir sombrer dans la folie. « Tu es complètement folle, Sophie. Elle est morte. Tu l'as tuée de tes propres mains. » Les accusations mutuelles sont devenues une routine de cris et de terreur. Leur enfer était réel et quotidien. Si la manière dont cette vengeance surnaturelle, cette justice d'outre-tombe, est exécutée vous donne la chair de poule, alors laissez un « j'aime » maintenant. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Thomas et Sophie ont mérité chaque seconde de ce tourment? Car la véritable justice, celle qui transcende le surnaturel, était encore à venir, et elle serait publique pour que toute la France la voie. Il ne suffisait pas qu'ils souffrent chez eux, isolés dans leur propre paranoïa. Je voulais que le monde sache, que la ville de Colmar, que la France entière sache ce qu'ils avaient réellement fait. Avec mon corps encore dans les limbes entre la vie et la mort, mon esprit désormais revêtu d'un pouvoir inexplicable a commencé à opérer de manière que je n'aurais jamais imaginée. Moi, Geneviève, la défunte, avais une mission claire et audacieuse. Exposer la vérité à Colmar, à la presse, au monde. Dans un sahébiog, aube, silencieuse, j'ai utilisé une de mes plus célèbres chocolateries, située dans le centre animé de la ville, comme ma skène. Avec une force invisible mais puissante, j'ai allumé toutes les lumières du magasin, activé le tourne-disque qui jouait de vieilles chansons, et de manière effrayante, j'ai projeté sur les grandes vitrines de l'établissement, à plusieurs reprises, des images nettes des agressions brutales que j'avais subies la nuit fatale, comme un film fantôme, une véritable pièce d'horreur. La ville de Colmar s'est réveillée paniquée et curieuse à la nouvelle. Les magasins de Madame Geneviève sont hantés. C'est répandu comme une traînée de poudre. C'est un film d'horreur en direct dans la vitrine, criaient les premiers à voir. La police a été appelée, les voisins curieux se sont rassemblés. Et là, devant des dizaines d'yeux choqués, ils ont vu les images, les agressions, la barbarie. Thomas et Sophie ont été démasqués publiquement de manière spectaculaire, avant même qu'ils ne se rendent compte de ce que j'avais fait. La répercussion fut immédiate et écrasante. Les médias locaux ont couvert l'événement de manière intense, avec des reporters et des caméras devant le magasin. Les gens ont commencé à se demander à voix haute comment les magasins de Madame Geneviève se sont-ils allumés tout seuls au milieu de la nuit? Et quelles étaient ces images terrifiantes? La graine du doute, de l'accusation publique et de l'indignation a été plantée de manière irréversible. Leur monde,
déjà ébranlé par ma vengeance psychologique, était sur le point de s'effondrer complètement. Vous voulez savoir ce qui s'est passé quand la police, désormais avec des preuves publiques et une histoire surnaturelle en main, a finalement décidé d'entrer dans le manoir des Dubois pour enquêter en profondeur? Comment Thomas et Sophie, déjà en lambeaux, ont réagi en voyant les preuves de ma résurrection et de leur propre culpabilité exposées, et en étant confrontés à la vérité? La scène qui a suivi fut si surréaliste et terrifiante que personne, pas même les policiers les plus expérimentés, n'a pu croire ce que leurs propres yeux voyaient. Mais l'enfer pour eux ne faisait que commencer, et maintenant, avec des témoins. Avec l'énorme répercussion des projections dans les magasins et sous la pression des médias et de la population, la police de Colmar, bien que réticente à gérer ce qui semblait être surnaturel, a finalement décidé d'enquêter sur le manoir des Dubois, alléguant une disparition suspecte de Madame Geneviève. Thomas et Sophie, maintenant isolés, terrorisés et visiblement en effondrement psychologique, ont désespérément tenté de bloquer l'entrée des autorités, mais l'ordonnance judiciaire était claire et indéniable. Je les observais depuis mon état de résurrection, une ombre silencieuse et vigilante dans ma propre maison, attendant le bon moment pour agir. Dès que les policiers, hésitants, ont mis le pied dans le manoir, la maison a commencé à réagir de manière violente et inexplicable. Les portes claquaient avec force, les fenêtres s'ouvraient et se fermaient toutes seules, les lumières clignotaient dans toutes les pièces, et des objets de décoration lourds volaient et s'éclataient contre les murs, toujours près de Thomas et Sophie. « C'est un poltergeist, la maison est hantée !» a crié l'un des plus jeunes policiers, terrifié en reculant. Mais le plus impressionnant de tout fut l'odeur. Toute la maison, soudain, s'est imprégnée de l'odeur incomparable de sang frais, mon propre sang, qu'ils y avaient inversé, et qui résonnait maintenant comme un parfum de mort. Sophie, qui était déjà au bord de la folie, n'a pas supporté. Dans une crise de panique incontrôlable, elle s'est effondrée et a commencé à avouer aux policiers, en hurlant hystériquement, « Nous l'avons tuée, nous l'avons battue, elle nous hante, elle est revenue pour nous emmener en enfer, celui que nous méritons. » Thomas a essayé par tous les moyens de la faire taire, en lui couvrant la bouche, mais la terreur était telle qu'elle ne pouvait s'arrêter de confesser. La confession a été enregistrée par les policiers eux-mêmes sur leurs caméras corporelles, même s'ils pensaient encore qu'elle délirait sous l'effet de la peur et de la paranoïa, enregistrant chaque mot comme preuve. Mais j'ai fait plus, bien plus. Avec l'énergie surnaturelle que je possédais, la matérialisation de ma douleur, j'ai fait en sorte que les marques de la brutale correction que j'avais subie sur mon corps deviennent visibles dans l'air, en reflets sur des miroirs embués, sur les fenêtres, des plaies ouvertes, des hématomes profonds, comme des fantômes qui se matérialisaient et disparaissaient en un clin d'œil. Les policiers, terrifiés, les ont vus. Ils ne pouvaient ni me toucher, ni m'arrêter, mais ils pouvaient me voir, et les marques indélébiles de la lâcheté de mes enfants étaient là, indéniables, confirmant la confession de Sophie. Les policiers, stupéfaits et visiblement ébranlés par les événements surnaturels et les confessions, ont trouvé non seulement les déclarations de Sophie, mais aussi les messages de sang que j'avais laissés sur les murs. Thomas, désespéré et sans issue, a tenté de justifier les événements, mais Sophie avait déjà tout livré, et les preuves visibles étaient accablantes. Tous deux ont été emmenés au commissariat sous escorte, croyant encore durs comme fer qu'ils étaient hantés par moi, la mère qu'ils avaient tuée. Je les ai observés être menottés. Un sourire froid et satisfait s'est formé sur mon nouveau visage. Pendant qu'ils étaient en prison, en attente des procédures légales, j'ai révélé la cachette de mon journal intime, qui contenait des années de notes méticuleuses sur les agressions subies, les menaces voilées et la cupidité croissante de mes enfants. Le journal que j'avais caché par peur et précaution est apparu comme par magie sur le bureau du commissaire avec une lettre anonyme que j'avais matérialisée,
indiquant son auteur et son contenu, choquant encore plus les autorités. L'expertise a été réalisée au manoir, confirmant chaque détail. Ils ont trouvé des restes de mon sang sur le tapis du salon et dans la chambre, le morceau de bois et l'objet en fer avec des marques de sang, et les photos aux yeux évidés, tout s'emboîtant parfaitement. Les pièces du puzzle, qui semblaient inexplicables et surnaturelles, formaient désormais une affaire criminelle parfaitement construite, avec des preuves matérielles et des témoignages effrayants. Thomas et Sophie, même dans la sécurité apparente du commissariat et de leurs cellules, étaient moi toujours profondément paranoïaque et terrorisée. Sophie jurait qu'elle me voyait à travers les barreaux de sa cellule, lui souriant avec un regard de pure vengeance. Thomas disait qu'il entendait mes chuchotements froids la nuit, répétant ses propres mots cruels. L'enfer psychologique que j'avais créé pour eux fonctionnait parfaitement, rongeant leur santé mentale de l'intérieur. Si vous êtes choqué par la manière dont la justice s'est tissée au-delà de la vie, avec des éléments qui défient la logique, alors laissez un j'aime maintenant et partagez pour que davantage de personnes voient des grâces que la méchanceté ne paie pas, car le poids de la culpabilité et de la conscience peut être le pire des châtiments, car le procès serait historique, le premier en France avec des preuves surnaturelles, et la fin dévastatrice pour mes enfants. Préparez-vous pour le verdict. Le commissaire Dubois, un homme de science et de foi, mais surtout un homme juste, intrigué et perturbé par les événements inexplicables de l'affaire, a décidé de me rencontrer. Oui, moi, Geneviève, la morte, je me suis matérialisée pour lui dans une pièce isolée et sécurisée du commissariat, loin des yeux curieux. Non pas comme un fantôme effrayant ou un esprit vengeur, mais comme une femme avec la sérénité de qui est déjà passée par l'enfer et en est revenue, avec une aura de détermination inébranlable. Je lui ai expliqué toute ma tragique histoire, l'indicible trahison, la brutalité impitoyable que j'avais subie et comment j'étais revenu pour chercher la justice la plus pure et la plus implacable. Le commissaire, un homme qui en avait déjà vu de toutes les couleurs, était sous le choc, visiblement ébranlé. Mais les preuves matérielles que j'avais plantées et ma propre présence inexplicable et irréfutable l'ont convaincu de ma vérité. Madame Geneviève, que me demandez-vous de faire? Je vous aiderai, quel qu'en soit le prix, a-t-il demandé, les yeux écarquillés mais fermes. Je n'ai demandé qu'une seule chose, d'une voix glaciale mais claire, que la vérité complète et incontestable soit révélée au tribunal, sans phare, sans mensonge, sans manipulation. Que l'histoire complète de ce que mes enfants avaient fait soit révélée dans les moindres détails, et qu'ils paient pour chaque coup qu'ils m'avaient donné, pour chaque humiliation qu'ils m'avaient infligée. Je voulais que la condamnation vienne des hommes, de la loi, mais avec l'intervention divine et surnaturelle qui m'avait ramené dans ce monde pour être le témoin final. Il a promis justice. Et j'ai promis que je serais là, d'une manière ou d'une autre, à chaque seconde du jugement, pour m'assurer qu'ils ressentent le poids de ma présence, le poids de leurs crimes, dans chaque mot prononcé. Mes enfants m'avaient envoyé en enfer. Maintenant, avec la loi et le surnaturel à mes côtés, je les enverrai dans leur enfer. Et la ville de Colmar, et toute la France, allaient être témoins d'un procès sans précédent, un spectacle de justice et de terreur. La scène était prête. Vous avez vu que mes propres enfants, Thomas et Sophie, m'ont battu sans pitié jusqu'à la mort et ont cru qu'ils s'étaient débarrassés de moi pour toujours, mais moi, Geneviève, je suis revenue. Vous avez vu comment j'ai commencé la traque psychologique et comment je les ai exposés publiquement, révélant la vérité macabre de mes assassins. Maintenant, vous voulez savoir ce qui s'est passé quand le procès, attendu par toute la France, a enfin commencé? Comment Thomas et Sophie ont réagi déjà en lambeaux en voyant les preuves de ma résurrection et de leur propre culpabilité présentée au tribunal? Et surtout, comment ma présence, même invisible pour la majorité, a été l'enfer qui les a condamnés,
scellant leur destin en plein cœur de la justice, choquant toute la France avec une vérité qui transcende la vie et la mort. Si l'idée d'une justice implacable qui ne se limite pas à la vie terrestre et qui défie toute logique humaine captive votre attention et fait battre votre cœur, alors laissez un « j'aime » maintenant à cet instant précis. Parce que ce qui va suivre, les détails du jugement et mon action surnaturelle prouveront que le mal peut être combattu de manière que vous n'imaginez même pas. Et s'il vous plaît, partagez beaucoup cette vidéo afin que d'autres victimes de violences familiales ou même ceux qui doutent de la justice voient qu'elle peut venir d'où l'on s'y attend le moins et de qui l'on s'y attend le moins, même de l'au-delà. Le procès de Thomas et Sophie Dubois est rapidement devenu l'une des affaires les plus attendues et commentées de toute la France. Des enfants accusés d'avoir battu leur mère à mort et de hantise à Colmar titraient les principaux journaux et bulletins d'information. Le tribunal, le jour J, était bondé. Des journalistes de tous les médias, des curieux de toutes les régions du pays, et toute la ville de Colmar semblait être là, impatiente d'entendre chaque détail de la vérité. J'étais là, bien sûr, une présence glaciale, une aura de vengeance planant dans l'air, invisible pour la plupart, mais intensément réelle et palpable pour Thomas et Sophie. Quand mes enfants, Thomas et Sophie, ont été escortés dans le tribunal, menottés et vêtus de leurs uniformes de détenus, leurs visages étaient pâles, épuisés, marqués par des nuits sans sommeil et par le tourment psychologique que je leur avais imposé. Sophie, en particulier, semblait avoir vieilli d'une dizaine d'années. Ses yeux étaient cernés et inquiets. Le juge Leclerc, avec une expression sérieuse et grave, a ouvert la séance et le procureur Martin a commencé sa présentation, détaillant chaque étape de la brutalité du crime, de l'enquête et des preuves inhabituelles qu'ils avaient rassemblées. Le procureur, d'une voix imposante, a commencé à présenter les preuves. D'abord, les enregistrements vidéo des chocolateries, où les images des agressions que j'avais subies avaient été projetées, choquant tous ceux qui les ont vues. Ensuite, mon journal intime, que j'avais révélé comme par magie sur le bureau du commissaire, avec chaque détail de la violence et de la cupidité de mes enfants. Et enfin, les rapports d'expertise qui confirmaient la présence de mon sang dans la maison et les marques de la brutalité. Thomas essayait de rester fort, une façade d'innocence, mais Sophie tremblait de manière incontrôlable, ses dents claquant de terreur. C'est alors que j'ai agi, de manière subtile mais précise, directement sur mes cibles. J'ai fait bouger légèrement les objets proches d'eux. Le verre d'eau sur la table du procureur a vibré et a renversé un peu. Le stylo du juge est tombé seul sur le sol. Les micros du banc grésillaient par intermittence. C'étaient de petits signes, imperceptibles pour la plupart des gens dans le tribunal, mais pour Thomas et Sophie, c'était la preuve indéniable et terrifiante de ma présence. Leurs yeux se sont écarquillés de pure terreur et Sophie a même poussé un cri étouffé que la table des avocats et le procureur, distraits, n'ont presque pas remarqué, mais que moi, Geneviève, j'ai enregistré avec satisfaction. Le procureur a appelé le premier et le plus percutant des témoins, le commissaire Dubois, l'homme qui avait mené l'enquête sur l'affaire. Il a commencé à raconter les événements étranges dans le manoir, les confessions hystériques de Sophie concernant la hantise et la répercussion surréaliste des projections dans les chocolateries. Les avocats de la défense de Thomas et Sophie ont tenté par tous les moyens de disqualifier le témoignage, alléguant la folie de l'accusé et une hystérie collective, essayant de discréditer le commissaire. C'est alors que le commissaire, un homme de science et de loi, mais aussi d'une foi inébranlable après ce qu'il avait vécu sous serment, a révélé son expérience personnelle la plus surprenante. Je sais que ce que je vais dire semble de la folie, Monsieur le Président, et échappe à toute logique scientifique, mais j'ai eu une rencontre inexplicable. J'ai parlé avec Madame Geneviève elle-même. La salle entière est restée sous le choc et dans un silence absolu. Les jurés se sont regardés, incrédules,
et un murmure de stupéfaction a commencé dans le public, rapidement réduit au silence par le juge. Le commissaire a décrit en détail, avec une conviction impressionnante, comment je m'étais matérialisé devant lui dans une pièce isolée du commissariat, comment j'avais expliqué mon histoire, la trahison, la mort, et comment ma présence dégageait une vérité incontestable qui l'avait convaincu. Thomas et Sophie, en entendant le commissaire raconter cela, n'ont pu se contenir. Ils ont commencé à hurler de désespoir, se levant et désignant du doigt « C'est elle, c'est la vieille, elle est là, elle est revenue pour nous prendre, elle nous hante !» Leurs cris de terreur, de pure et incontrôlable paranoïa, ont été la preuve la plus accablante et publique de mon existence et de ma vengeance pour toute la cour. Ils se sont condamnés par leur propre panique. La défense a tenté d'alléguer des hallucinations collectives, un stress post-traumatique des accusés, n'importe quoi pour discréditer ce qui se passait. Mais leur confession désespérée et hystérique, là, au tribunal, sous les yeux de tous, avec les caméras de télévision enregistrant chaque seconde, était indéniable. Sophie est tombée en larmes, implorant mon pardon, moi qui étais là, invisible, voyant la terreur dans ses yeux. La vengeance était servie publiquement et le choc était palpable, une terreur qui se répandait dans les couloirs de la justice. Si vous avez la chair de poule face à l'intensité et la dimension surnaturelle que cette vengeance, cette justice, au-delà de la vie, a pris dans ce jugement, alors laissez un j'aime maintenant. Et dites-moi en commentaire, vous honnêtement, pensez-vous que Thomas et Sophie ont mérité chaque seconde de ce tourment et de cette exposition publique, parce que la véritable justice, celle qui transcende le surnaturel et la loi elle-même, était encore à venir de manière implacable, et elle serait publique pour que toute la France la voie, et ne l'oublie jamais. De nombreux témoins furent appelés au cours des jours suivants, et chaque déposition portait un coup fatal à la défense déjà fragilisée de Thomas et Sophie. Des voisins proches, qui fréquentaient ma maison, ont raconté l'isolement que j'avais commencé à subir, les fréquentes disputes qu'ils entendaient du manoir et les signes d'agression que j'essayais de cacher comme des hématomes inexplicables aux bras et aux jambes et des chutes accidentelles. Madame Geneviève a toujours été une bonne âme, une personne lumineuse, mais ses enfants l'ont transformée en une ombre, un fantôme, dans sa propre maison, avant même qu'elle ne meure, a dit une amie en pleurant compulsivement, émouvant tout le monde au tribunal. Des employés de mes chocolateries ont témoigné de la cupidité démesurée de Thomas et Sophie, des détournements d'argent de la caisse de l'entreprise et des menaces voilées selon lesquelles la vieille ne ferait pas long feu pour libérer les fonds et le contrôle total des affaires. Il planifiait à moi sa mort depuis des années, espérant que ce serait une mort naturelle, sans laisser de traces, afin de prendre le contrôle total, a dit une gérante d'une voix étranglée par la peur, mais déterminée à dire la vérité et à rendre justice pour moi, son ancienne patronne. La psychologue qui avait tenté de me rencontrer avant les faits, mais qui avait été violemment empêchée de me rendre visite par Thomas et Sophie, a rapporté les signes clairs et univoques d'abus psychologiques et de contrôle coercitif. Madame Geneviève était terrorisée. Elle vivait dans une peur constante. Il la détruisait peu à peu, psychologiquement et physiquement, pour briser sa résistance et la forcer à céder ses biens, a-t-elle affirmé d'une voix ferme. Le portrait de Thomas et Sophie, en monstres cruels, calculateurs et manipulateurs, se solidifiait à chaque mot, à chaque témoignage, laissant les jurés visiblement impactés. Moi, Geneviève, avec ma présence invisible et maintenant plus puissante que jamais, je chuchotais aux oreilles des jurés, faisant écho aux mots des dépositions, amplifiant chaque douleur que j'avais ressentie, chaque trahison. Ils ne m'entendaient pas avec des oreilles humaines, mais sentèrent la vérité dans leur cœur, un poids inexplicable qui confirmait chaque accusation, chaque preuve. La justice, pour moi, n'était pas seulement légale, elle était spirituelle, une force qui se manifestait au-delà de la vie. Ils sentaient le poids de ma présence, le poids de ma douleur, le cri de vengeance qui venait d'une mère qui refusait de reposer en paix.
Les avocats de la défense de Thomas et Sophie ont tout tenté, désespérément, pour les soustraire à la condamnation. La première stratégie fut d'alléguer l'insanité mentale pour Sophie, essayant de rejeter la faute du principal passage à tabac sur Thomas. Ma cliente, Monsieur le Président, était sous forte pression et en déséquilibre émotionnel. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait dans ces circonstances. Le procureur, commissaire Dubois, impitoyable et avec un sourire cynique, a démasqué. « Pression par cupidité, docteur? Ce n'est pas de la folie, c'est de la préméditation froide et calculatrice. C'est l'essence même du crime odieux. » Ensuite, ils ont tenté de discréditer mon journal intime comme des hallucinations d'une personne âgée en déclin mental avancé et les enregistrements projetés dans les magasins comme de la fraude ou un montage technologique grossier. Mais le commissaire, avec la conviction de celui qui a été témoin de l'inexplicable et l'expertise, avec ses preuves matérielles irréfutables, ont renversé chaque argument de la défense, montrant l'authenticité indéniable de tout. Madame Geneviève, en effet, est décédée de causes violentes, et les moyens de sa mort furent, oui, la brutalité et la lâcheté de ses accusés qui ont planifié chaque étape, a affirmé le procureur d'une voix chargée d'indignation. Quand la défense a tenté un dernier appel désespéré, alléguant que les accusés étaient sous stress financier extrême, j'ai fait apparaître les comptes bancaires des deux projetés sur l'écran du tribunal, détaillant les dépenses exorbitantes en voyages de luxe, voitures importées, fêtes coûteuses, l'argent gaspillé en folies et futilités, tout cela pendant que j'étais agressée et contrôlée. La défense, muette, est restée sans voix, et mes enfants, sous le choc et la terreur, ne pouvaient nier l'évidence. C'était ma manière, surnaturelle et implacable, de montrer la vérité crue de la cupidité qui les avait motivés. Si vous trouvez que la défense de Thomas et Sophie a été pathétique et ridicule face à tant de preuves irréfutables et à une présence surnaturelle qui réclamait justice, alors laissez un j'aime maintenant. Car la vérité est indéniable et puissante, et peu importe la force du mal, il sera toujours démasqué. Et le verdict final approchait, scellant, une fois pour toutes, le destin de ces monstres que j'appelais mes enfants. Le moment culminant du procès est arrivé, les plaidoiries finales. Le procureur, commissaire Dubois, d'une voix ferme, puissante et chargée d'émotion, a pointé directement Thomas et Sophie. « Messieurs les jurés, vous avez vu la vérité. Non seulement les preuves matérielles irréfutables, les dépositions choquantes, mais vous avez également ressenti la manifestation d'une injustice si brutale que la victime elle-même, Madame Geneviève Dubois, refuse de reposer en paix, réclamant justice dans ce lieu sacré. Elle est là et exige que ces assassins paient. » Le tribunal était resté dans un silence absolu, hypnotisé par les paroles du procureur. Il a continué, sa voix résonnant dans la salle. Ces deux-là n'ont pas seulement volé la vie de leur mère, ils l'ont torturée physiquement et psychologiquement pendant des mois. Ils ont agi par pure et vile cupidité, par un désir insatiable d'argent, sans la moindre once de compassion, sans aucun remords démontré dans leurs actions. Madame Geneviève n'est pas morte en paix. Elle a été brutalement arrachée à la vie par ses propres enfants, dans un acte de barbarie indicible. Et maintenant, elle réclame justice, une justice qui doit être rendue par ce jury afin que son âme et celle de nombreuses autres victimes puissent enfin trouver la paix. Je pouvais sentir l'émotion envahir la salle, la conviction dans le cœur des jurés qui me regardaient avec respect, même sans me voir. La défense a fait son dernier appel désespéré, demandant la compassion, alléguant un repentir forcé et tardif. Mais moi, Geneviève, avec ma force d'outre-tombe, j'ai veillé à ce que l'enregistrement de la nuit de ma mort, leur célébration après le crime, soit audible pour les jurés. Non pas un son fort, mais un murmure presque inaudible, pourtant clair pour leur conscience. C'est fini, enfin. Maintenant la maison est à nous. Les jurés se sont regardés, horrifiés par la cruauté révélée. C'était la voix de la mort, réclamant justice, une voix qui ne pouvait être ignorée.
Les jurés, avec le poids de la vérité sur leurs épaules et l'intensité de ma présence les influençant subtilement, sont sortis de la salle pour délibérer. La tension dans la salle était palpable, presque suffocante. Je priais, avec une force qui transcendait la vie, pour qu'ils fassent le bon choix, pour que Thomas et Sophie paient pour leurs crimes de la manière la plus dure possible, pour que justice soit faite en mon nom. Un peu plus d'une heure plus tard, ils sont revenus, avec des visages sérieux et déterminés. Le porte-parole du jury, un homme âgé, les yeux embués, a lu la décision qui allait sceller, une fois pour toutes, le destin de mes enfants assassins. Après avoir analysé toutes les preuves et dépositions et pesé chaque élément présenté, y compris ceux de nature, inexplicables. Nous sommes arrivés au verdict suivant. Concernant le crime de coups et blessures ayant entraîné la mort, coupable à l'unanimité. Le tribunal a poussé un soupir de soulagement, un mélange de tristesse et de satisfaction planant dans l'air. Thomas et Sophie ont pâli encore plus. La terreur dans leurs yeux s'est approfondie. Concernant le crime de maltraitance continue, coupable à l'unanimité. La deuxième condamnation les a frappés de plein fouet, anéantissant leurs dernières espérances. Concernant le crime de dissimulation de cadavres, coupable à l'unanimité. La troisième condamnation était le coup de grâce final à leur vie de liberté. Thomas et Sophie se sont effondrés en entendant tous les verdicts dans un sanglot hystérique et incontrôlable. Sophie me criait, implorant pardon et miséricorde, et Thomas frappait la table de l'accusé, étourdi et incapable de traiter la réalité. Mais personne au tribunal n'a eu pitié. Ils avaient tué leur propre mère pour de l'argent, et la justice humaine faisait son œuvre, en harmonie avec ma justice divine. Le juge a fixé la lecture de la sentence pour la semaine suivante. Ils allaient payer, et je serai là pour voir chaque seconde de leur souffrance. Vous avez vu mes enfants, Thomas et Sophie, être condamnés pour la brutalité indicible qui m'a mené à la mort, une condamnation qui a résonné dans toute la France. Mais vous voulez savoir la sentence finale que le juge a prononcée, scellant le destin de ces monstres, et comment ma vengeance, qui s'est manifestée au-delà de la vie, les a de fait envoyés directement en enfer, celui que j'avais promis, un tourment qui n'a pas de fin, parce que ce qui s'est passé après le verdict final, les détails de leur punition et le legs que ma résurrection a laissé, ont marqué l'histoire de la justice dans notre pays, prouvant que le mal le plus profond ne paie jamais, au grand jamais. Si vous êtes impatient de voir le dénouement de l'une des histoires les plus choquantes, brutales et surprenantes de trahison, de vengeance et de rédemption, alors laissez un j'aime maintenant, sans hésiter. Parce que la fin est plus que surprenante. Elle prouvera, une fois pour toutes, que le mal le plus pervers ne reste jamais impuni, peu importe sa puissance, sa cruauté ou sa dissimulation. Et s'il vous plaît, partagez beaucoup cette vidéo, afin que le monde entier voit que la justice, la vraie justice, vient parfois d'où l'on s'y attend le moins, et de qui l'on s'y attend le moins, même de l'au-delà pour se manifester et apporter la vérité. Une semaine après le verdict écrasant, le tribunal était à nouveau bondé, la tension et l'attente planant dans l'air pour la lecture de la sentence finale. Le juge Leclerc, avec une expression sérieuse, lourde et visiblement ébranlé par la singularité et la cruauté atroce de l'affaire, a commencé son allocution d'une voix basse, mais ferme, et chargée d'indignation. Thomas Dubois et Sophie Dubois, en plus de 30 ans de carrière dans la magistrature, je n'ai jamais, à aucun moment, été témoin d'une telle cruauté et barbarie de la part d'enfants envers leur propre mère. C'est un crime qui non seulement choque la conscience nationale, mais ébranle les fondements de la morale et de la famille. Vous avez privé Geneviève Dubois de sa vie, de sa dignité, de sa paix, de manière brutale et préméditée. Vous avez agi par pure et vile cupidité, par un désir insatiable d'argent, sans la moindre once de compassion, sans aucun remords démontré dans vos actions. Les preuves présentées dans ce tribunal, y compris les témoignages extraordinaires
et les éléments de nature particulière démontrent que le mal réside profondément dans vos cœurs, sans aucune possibilité de repentir. Cette cour ne peut permettre qu'une telle barbarie reste impunie, et la société réclame une réponse exemplaire, une justice qui serve d'avertissement à tous ceux qui osent commettre une telle atrocité. J'étais là, planant au-dessus d'eux, une présence glaciale et vigilante, ressentant chaque mot du juge comme un baume pour mon âme tourmentée et un coup pour la leur. Pour le crime de coups et blessures ayant entraîné la mort, qui a causé le décès brutal et indicible de votre génitrice, ajouté au crime de maltraitance continue et de dissimulation de cadavres, cette cour condamne Thomas Dubois à 25 ans de réclusion en régime initialement fermé. Thomas est tombé sur sa chaise, le visage livide, blanc comme un linge, étourdi et sans pouvoir respirer, ses yeux vides d'espoir. Il ne pouvait croire que sa liberté lui était volée. Et Sophie Dubois, dont la cruauté s'est manifestée avec une perversité et un rôle prépondérant dans les agressions, avec un raffinement de cruauté qui m'a choqué, je la condamne à 28 ans de réclusion en régime initialement fermé. Sophie a poussé un cri aigu, hystérique, en pleurs, étant maîtrisée par les policiers. Plus de 50 ans de prison cumulés pour les deux. Ils allaient se dépourir en prison, payant, jour après jour, pour chaque goutte de mon sang versé, pour chaque larme que j'ai versée et pour chaque douleur qu'ils m'ont causée. Avant d'être conduits aux cellules, Sophie, dans son désespoir et son effondrement complet, s'est tournée vers le public, les yeux écarquillés de panique, le visage défiguré. « La vieille nous maudit, elle nous emmène en enfer, vous ne comprenez pas, elle est revenue pour nous torturer. » Thomas a tenté par tous les moyens de la faire taire, en lui couvrant la bouche avec ses mains menottées, mais sa panique et sa folie étaient incontrôlables, impossibles à contenir. J'ai souri, un sourire glacial et satisfait que seuls eux pouvaient ressentir. Mon travail là, au tribunal, était presque terminé, mais leur punition ne faisait que commencer, d'une manière beaucoup plus profonde. Le juge a frappé son marteau avec un coup final, un son qui a résonné dans le tribunal comme un verdict divin. La séance est levée et la sentence est irrévocable. Que justice soit faite. Thomas et Sophie ont été traînés hors de la salle, criant toujours, leurs voix se mêlant aux murmures de soulagement et de satisfaction de la foule qui remplissait le tribunal. Je les ai accompagnés, une ombre silencieuse et vigilante, jusqu'au fourgon de police qui les attendait, brillant sous le soleil de Colmar. Ma vengeance physique, la condamnation par la loi des hommes, était accomplie. La vengeance psychologique et éternelle, l'enfer que j'avais promis, ne faisait que commencer et serait implacable, sans trêve. En route vers la prison de Fleury-Mérogis, en région parisienne, un complexe pénitentiaire de haute sécurité, Sophie ne cessait de pleurer et de crier, hystérique, qu'elle me voyait assise sur le siège arrière du fourgon, lui souriant avec un regard de pure et froide vengeance. Elle disait que je la suivais, que mes yeux la poursuivaient. Thomas, bien qu'étant le plus résistant et sceptique des deux, n'a pas pu échapper. Il a commencé à avoir des flashs de mon visage ensanglanté dans le reflet de la fenêtre du fourgon et entendait mes chuchotements froids à son oreille, répétant ses propres mots cruels. Je ne les laisserai pas en paix, pas même une seconde. Ils porteraient mon tourment, ma présence, ma vengeance dans leurs esprits, dans leurs âmes, pour toujours. Colmar les verrait comme des monstres, mais moi, je les verrais dépérir dans leur propre enfer particulier, sans fin. Si vous avez ressenti la justice être rendue dans ce dénouement final et le début du tourment éternel de Thomas et Sophie, alors laissez un « j'aime » maintenant. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que la peine qu'ils ont reçue était juste ou auraient-ils dû souffrir encore plus pour leur cruauté? Parce que leur véritable enfer n'est pas seulement dans les murs froids de la prison physique, mais principalement dans leur propre conscience tourmentée, une punition qui ne connaît pas de repos pour le reste de leur misérable vie. Après la condamnation historique,
l'histoire de Geneviève Dubois n'a pas été oubliée. Au contraire, elle est devenue une légende à Colmar et s'est répandue comme un avertissement dans toute la France. Mais Tahecrest, mes chers mon chocolaterie, autrefois théâtre de cupidité et d'obscurité, ont été transformés en une fondation dédiée à aider les personnes âgées victimes de violences familiales et de maltraitance. La maison de Geneviève, comme elle a été affectueusement nommée, est aujourd'hui un refuge sûr, un centre d'accueil et un point vital de signalement pour tous ceux qui, comme moi, ont souffert aux mains de leurs propres parents dont ils attendaient amour et protection. Le commissaire Dubois, l'homme qui a eu le courage de me rencontrer et de témoigner de la vérité incroyable, est devenu un défenseur infatigable de la justice pour les personnes âgées et vulnérables dans tout le pays. Il raconte mon histoire lors de conférences émouvantes pour inspirer d'autres policiers, procureurs et juges à prendre au sérieux les signes d'abus, quelle qu'en soit l'origine. Madame Geneviève m'a appris que le mal peut et doit être combattu sous toutes ses formes, et que la justice peut venir d'où l'on s'y attend le moins, défiant même la logique, disait-il à chaque conférence, avec une conviction qui émouvait tout le monde. Mon histoire n'est pas seulement devenue un jalon, elle est devenue un livre à succès, un documentaire très réussi diffusé sur les chaînes de télévision et a même inspiré une série télévisée qui a captivé l'attention de millions de personnes. La vengeance de Geneviève. Le retour est devenu un succès retentissant, montrant à la France que la voix des opprimés, même si elle vient d'outre-tombe, peut déplacer des montagnes, renverser des empires de méchanceté et changer des destins. Je reçois d'une manière inexplicable des milliers de lettres et de messages de toute la France, de familles qui se sont inspirées de moi pour dénoncer leurs propres agresseurs et chercher la liberté et la paix qui leur avaient été refusées. Croyez-le ou non, ma présence est toujours ressentie de manière puissante. Je ne hante jamais les innocents, mais je protège, guide et inspire. Ceux qui cherchent de l'aide à la maison de Geneviève signalent un sentiment de paix, de sécurité et une force inexplicable pour aller de l'avant, pour lutter pour leurs droits. Je suis devenue un symbole, une gardienne invisible pour tous ceux qui souffrent en silence, une voix pour ceux qui ont été réduits au silence. Ma souffrance n'a pas été vaine, elle s'est transformée en espoir, en un phare de justice et en un héritage pour beaucoup. La cupidité de mes enfants, qui ont tenté de me détruire, a construit, ironiquement, un héritage de bonté et de justice qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Thomas et Sophie purgent leur peine dans des établissements pénitentiaires séparés, en régime de haute sécurité, en raison de la nature odieuse du crime et de la répercussion nationale de l'affaire. Thomas est à la prison masculine de haute sécurité et Sophie à la prison féminine. Tous deux vivent leurs enfers particuliers, dont je suis l'architecte invisible, garantissant qu'il n'y ait pas un jour de paix, pas une seconde de repos pour leurs âmes damnées. Mon but est qu'ils souffrent chaque jour ce que j'ai souffert de mon vivant, multiplié par leur cruauté. Sophie rapporte des cauchemars nocturnes constants, des hallucinations vives et des crises de panique incontrôlables. Elle me voit dans sa cellule, elle m'entend chuchoter à son oreille les mots exacts qu'elle m'a dit la nuit fatale, les humiliations, les cris. « Vieille inutile, tu ne sers à rien !» résonne maintenant pour elle en boucle infinie, accompagnée de mes cris de douleur et de supplication. Elle implore la miséricorde, crie pardon, pleure et se tord dans sa cellule, mais je ne l'écoute pas, ni ne la reverrai. Sa souffrance est ma paix. Thomas, le plus résistant et sceptique des deux, a commencé à montrer des signes de grave effondrement mental irréversible. Il entend le bruit de mes os qui se brisent à plusieurs reprises, la nuit où ils m'ont battu, un son qui le poursuit jour et nuit. Il crie au milieu de la nuit, désespéré, disant que l'enfer est venu le chercher et que je suis sa personnification, ma figure apparaissant dans ces moments de terreur. Ce ne sont pas des cauchemars ordinaires, c'est ma présence constante, ma punition inéluctable qui le consume et le ronge de l'intérieur, un tourment sans fin.
Ils ont tenté de faire appel de la sentence, alléguant l'insanité mentale pour tenter une réduction de peine ou un transfert pour traitement psychiatrique. Les rapports psychiatriques de la prison confirment des délires, une paranoïa sévère et un profond traumatisme psychologique causé par les événements surnaturels et par la culpabilité qui les consume. Mais le juge, irréductible, a maintenu la condamnation. Les accusés ne sont pas fous, ils paient pour la terreur qu'ils ont imposée à leur mère. Qu'ils subissent les conséquences de leurs actions et que leur conscience soit leur prison la plus cruelle, car il n'y a pas de remède à une telle méchanceté. Il n'y a pas d'échappatoire pour eux, seulement l'enfer que j'ai préparé. Si vous êtes d'accord que c'est le châtiment parfait pour des enfants cruels et que la justice divine a atteint et s'est unie à la justice humaine de manière exemplaire, alors laissez un « j'aime » maintenant. Et dites-moi en commentaire, vous en votre âme et conscience, rendriez-vous visite à un enfant qui a tenté et a de fait réussi à vous ôter la vie par cupidité? Parce que pour moi, Geneviève, certains liens familiaux n'ont pas de retour et leur enfer particulier est enfin ma paix si méritée. Aujourd'hui, avec mon histoire racontée dans tous ses détails et mon objectif de vengeance et de justice accompli, je laisse mon message final à toutes les mères, pères, enfants et familles de France qui pourraient traverser ou qui un jour pourraient traverser des situations similaires à celles que j'ai vécues. Premièrement et le plus important, faites confiance à votre instinct et aux signes. Si quelque chose semble anormal chez votre enfant, si la cupidité le consume, si le respect s'est transformé en dédain, si la menace devient présente, alors, oui, c'est probablement que quelque chose ne va pas. N'ignorez pas ces signes. Ce sont les premiers avertissements d'un danger imminent. Deuxièmement, le lien du sang ne justifie absolument rien. Un enfant qui menace, qui vole, qui agresse ses parents, qui tente de leur ôter la vie pour de l'argent, ne mérite aucune protection familiale au détriment de votre propre sécurité et dignité. Ce type d'enfant mérite une dénonciation et l'action implacable de la justice. Rappelez-vous, la famille, c'est celui qui prend soin, qui protège et qui aime inconditionnellement, non celui qui détruit, qui agresse et qui tue. Ne confondez pas lien du sang avec amour et respect. Troisièmement, n'ayez honte en aucune circonstance de dénoncer un enfant criminel. Vous n'êtes pas et ne serez jamais responsable de sa méchanceté. Vous êtes, en fait, les victimes, pas les complices de ses crimes. La justice est le seul chemin vers la paix de l'esprit, vers la protection d'autres innocents et vers la guérison de votre propre âme blessée. Cherchez une aide juridique, protégez vos testaments, installez des caméras de sécurité, documentez chaque menace, chaque agression. La protection préventive peut, littéralement, sauver des vies. N'attendez pas, s'il vous plaît, de devenir une statistique tragique. Quatrièmement, créez un réseau de soutien solide et fiable. Des voisins attentifs, de vrais amis, des proches et surtout des professionnels de confiance. La violence domestique prospère dans le silence, la honte et l'isolement. Brisez le silence avant qu'il ne soit trop tard pour vous ou pour d'autres personnes vulnérables qui pourraient être les prochaines victimes. Pour les enfants qui écoutent cette histoire, respectez vos parents. Ils vous ont donné la vie, l'éducation, l'amour et le plus grand patrimoine que l'on puisse avoir est le legs d'affection, de respect et de gratitude, non d'argent ou de biens matériels. L'héritage n'est pas un droit automatique, c'est la reconnaissance d'une vie de dévouement et d'affection sincère et non le résultat d'un crime odieux. Pour la société en général, soyez attentifs, soyez vigilants envers les personnes âgées autour de vous. Un voisin blessé, un proche isolé, une personne avec la peur dans le regard peut être agressée, exploitée ou contrôlée par ceux qui devraient aimer et protéger. Votre dénonciation, un simple appel, une observation attentive, peut, oui, sauver des vies et prévenir des tragédies inouïes. Ne fermez pas les yeux sur la souffrance d'autrui,
car l'omission est aussi une forme de connivence avec le mal. Mon histoire, celle de Geneviève Dubois, la femme qui est morte et ressuscitée, se termine ici en mots, mais ma lutte et ma présence continuent, inlassables. Tant qu'il y aura un enfant tuant un parent pour un héritage, une personne âgée souffrant en silence, je serai là, d'une manière ou d'une autre, dénonçant, guidant et inspirant la recherche de justice. Thomas et Sophie ont tenté de me battre à mort pour avoir mon argent et ma maison, mais à la fin, ce sont eux qui se sont condamnés à l'enfer. Aujourd'hui, ils sont physiquement emprisonnés et mentalement tourmentés pour toujours, consumés par la culpabilité et par ma vengeance, et je suis libre, forte, éternelle, et j'aide d'autres familles à trouver leur propre justice. Si cette histoire vous a profondément touché, si elle vous a glacé le cœur et fait réfléchir sur la nature du mal et de la justice, alors laissez un « j'aime », partagez, commentez. Votre action peut atteindre la bonne personne au bon moment. Elle peut sauver une vie, elle peut empêcher une tragédie, elle peut inspirer la justice à agir. Je suis Geneviève Dubois, la femme qui est morte, ressuscitée, et a envoyé ses propres enfants directement en enfer, celui qu'ils méritaient. J'ai choisi la justice au lieu du pardon, et je ne regrette absolument rien. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et que mon histoire soit un avertissement éternel et un appel à la justice pour tous.